Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui concerne vraiment beaucoup de monde. Comment créer un CV qui marque les esprits en 2025 ? C'est une année où l'intelligence artificielle elle est devenue incontournable dans le recrutement. On s'appuie sur des extraits d'un article récent, justement, qui analyse cette nouvelle donne. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un changement majeur. Notre objectif, il est clair. C'est de comprendre comment on peut concevoir un CV qui, non seulement passe les filtres de l'IA, ces nouveaux outils, mais qui réussit aussi à parler aux recruteurs humains derrière. Exactement. C'est cet équilibre à trouver entre la technique et l'humain. C'est un vrai exercice d'équilibriste, oui. Alors, prêt à explorer ça avec nous ? Allons-y. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord voir à quel point l'IA a transformé le tri des CV. On parle beaucoup des ATS, les Applicant Tracking Systems. Oui, Ces systèmes peuvent, paraît-il, traiter des milliers de candidatures en un rien de temps. Mais l'article dit que ça va plus loin que le simple mot-clé maintenant. C'est ça. ah oui, tout à fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour 2025. Les ATS nouvelle génération, enfin, ceux qui utilisent l'IA, ils font plus que cocher des cases. D'accord. Il faut une vraie analyse sémantique. Ils regardent la pertinence des compétences, bien sûr, mais aussi la cohérence du parcours. La cohérence. C'est-à-dire ? Est-ce que le parcours est logique? Est-ce qu'il y a une progression? Ils peuvent même repérer des périodes sans activité, évaluer comment la carrière évolue, et même identifier des compétences un peu cachées, quoi. Des compétences cachées. Oui, des compétences transférables ou émergentes qui pourraient intéresser l'employeur, même si c'était pas demandé noir sur blanc dans l'offre. Une analyse sémantique, donc. Ça veut dire qu'ils comprennent le sens des mots, pas juste les mots eux-mêmes. Et la qualité de la rédaction, ça joue aussi pour la machine. Précisément, l'IA évalue la clarté, la structure des phrases, la logique temporelle. Un CV bien écrit, même pour un robot, c'est un bon signe. Et l'aspect le plus fou, que soulignent nos sources, c'est qu'ils essayent de déduire les soft skills. Ah, les compétences comportementales, mais comment une machine peut évaluer le leadership ou l'esprit d'équipe juste avec du texte ? Ça paraît incroyable. L'article donne des indices. Il explique que l'IA, en fait, elle cherche pas juste le mot leadership. Elle analyse le contexte. D'accord. Pour l'esprit d'équipe, par exemple, elle va regarder si on utilise beaucoup de verbes comme collaborer, participer avec, co-construire, ou si on dit tout le temps j'ai fait. Ah oui, je vois. Pour le leadership, elle va chercher des descriptions de projets importants avec des responsabilités claires, des résultats chiffrés, des verbes comme piloter, diriger, initier. C'est la façon dont on raconte nos expériences qui donne des indices sur ces compétences plus intangibles. Alors, première étape, pour mettre toutes les chances de son côté, s'assurer que le CV est techniquement propre pour ces systèmes. J'imagine que la forme, le contenant, c'est super important. Le format du fichier, par exemple. C'est le b.a.-ba. Mais oui, c'est absolument critique. Le format à privilégier, ça reste le PDF ou le Docs. Pourquoi cela spécifiquement ? Parce qu'il garde bien la structure du texte. Ça permet aux ATS de bien découper les sections. Expérience, formation, compétences. Et d'extraire l'info correctement. Et les autres formats ? Faut absolument éviter les formats images, genre JPG ou PNG. Pour l'ATS, c'est juste une photo. Il peut rien lire. Logique. Et attention aussi aux PDF qui viennent d'un scan d'un document papier. S'il n'y a pas eu une bonne reconnaissance de caractère, l'OCR, comme on dit, l'algorithme risque de rien comprendre. D'accord, très clair. Et pour la mise en page, est-ce qu'il faut faire un truc ultra sobre, quitte à sacrifier un peu le design ? Pour une candidature qui passe par un portail en ligne, la réponse est souvent oui. Sobriété et clarté avant tout. Ok. Le mieux, c'est une structure classique avec des titres de section bien clairs, expérience professionnelle, formation, compétences, des titres standards, quoi. Ça aide la machine à s'y retrouver. Exactement. Ça l'aide à parser, à analyser le document. Et il vaut mieux éviter les mises en page trop créatives. Les colonnes multiples, ça peut perturber l'ordre de lecture de l'IA. Les tableaux, c'est parfois mal interprété. Les en-têtes et pieds de page, trop complexes aussi. Donc simple et efficace. Voilà. Linéaire, aéré, des puces classiques, les ronds, les carrés, et des polices standards. Arial, Calibri, ce genre de choses. C'est le plus sûr.
On a beaucoup parlé pendant des années de l'importance des mots-clés. Avec cette IA qui comprend le sens, la sémantique, est-ce que c'est toujours aussi central ou ça a évolué? C'est toujours fondamental, oui. Mhm. Mais l'approche doit être beaucoup plus raffinée qu'avant. Raffiné. Oui, le bourrage de mots-clés, c'est-à-dire répéter sans arrêt les termes de l'annonce, non seulement c'est pas très élégant, mais ça peut même être repéré et pénalisé par certaines IA. Elles voient ça comme une tentative de triche, en gros. Ah d'accord. Donc il faut être plus subtil. Exactement. La clé aujourd'hui, c'est l'intégration naturelle et pertinente. Naturelle et pertinente. Comment on fait ça concrètement? D'abord, faut vraiment décortiquer l'offre d'emploi. Pas juste lire en diagonale. Repérer les ponts vivants de techniques demandées, bien sûr, mais aussi le jargon du secteur, les outils cités, et même regarder sur le site de l'entreprise ses valeurs, etc. D'accord. Et ensuite, on intègre ces termes de manière fluide dans les descriptions de nos expériences, dans la section compétences. Juste les termes exacts de l'annonce. Pas seulement. L'astuce, c'est d'utiliser aussi des synonymes, des variations. Si l'offre parle de gestion de projet, Oui. on peut aussi utiliser pilotage de projet, coordination d'équipe, management de portefeuille projet. Ça montre qu'on maîtrise le sujet, ça enrichit le profil pour l'IA et c'est plus agréable à lire pour l'humain. D'accord. Donc on a optimisé le CV pour la machine. Il a plus de chances de passer ce premier filtre, mais après il arrive sur le bureau, sur l'écran d'un recruteur humain. Exact. Et là, j'imagine, la musique change un peu. Un document parfait techniquement, mais froid, ça suffit pas. Comment on crée cette connexion humaine? Exactement. Et c'est là que le storytelling, l'art de raconter une histoire, devient crucial. L'article insiste beaucoup là-dessus. Même en 2025, c'est l'humain qui décide à la fin. Le CV doit raconter une histoire cohérente, celle d'un parcours pro qui a du sens. Il faut un fil conducteur qui explique comment on a évolué, les choix qu'on a faits, même les virages. Justement, les parcours qui ne sont pas tout droits. Une reconversion, une pause, un changement de secteur, ça peut faire un peu peur aux recruteurs, non? Comment on présente ça positivement? C'est tout l'art de la narration en fait. Un changement, c'est pas forcément une faiblesse. Si c'est bien expliqué, ça peut même devenir une force. Ah oui. Oui, ça peut montrer l'adaptabilité, la curiosité, une prise de risque réfléchie. L'important, c'est de donner du sens à cette transition, dans le petit résumé en haut du CV par exemple, ou dans la lettre de motivation si on en fait une. Il faut montrer le lien. Voilà, montrer comment les compétences d'avant sont utiles pour le nouveau projet. Et pour que cette histoire soit crédible, impactante, il y a un truc essentiel. Les chiffres, la quantification. Ah oui, les fameux chiffres. L'article doit en parler aussi, j'imagine, hein. C'est ça qui rend les choses concrètes. Absolument. Dire « j'ai amélioré les ventes », bon, c'est vague. Oui. Dire « j'ai augmenté le chiffre d'affaires de mon portefeuille de 15% en un an grâce à telle stratégie », là, ça parle. C'est clair. Faut chercher à mettre des chiffres partout où c'est pertinent. Les budgets gérés, la taille des équipes, les pourcentages d'amélioration, que ce soit les coûts, les délais, la satisfaction client, le nombre de projets, ça donne du poids. Et est-ce qu'il y a des méthodes pour bien structurer ces descriptions d'expérience? L'article en parle? Oui, la méthode STAR est souvent citée. STAR pour situation, tâche, action, résultat. STAR. Même si on n'écrit pas STR sur le CV, ça aide à organiser sa pensée. Quelle était la situation de départ? C'était quoi ma mission? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Et surtout, quels résultats mesurables j'ai obtenus? D'accord. Ça aide à l'être clair et orienté résultat. Voilà. Et ça plaît aux recruteurs humains, mais aussi aux IA qui cherchent des preuves d'impact. Parlons compétences maintenant. Ça bouge tellement vite. Quelles sont celles qui sont vraiment clés en 2025 d'après les sources? Les sources confirment une tendance très forte, la montée en puissance des soft skills. Encore elles. Oui. Dans un monde où la technologie change tout le temps, où l'automatisation avance, les compétences humaines, c'est ça qui fait la différence. Et quelles sont les plus importantes? L'adaptabilité et la capacité à apprendre, ça arrive vraiment en tête. Juste après, on a la pensée critique, la résolution de problèmes complexes, la créativité et l'intelligence émotionnelle, bien communiquer, collaborer. Des choses qu'une machine a du mal à faire en somme. Exactement. Et côté compétences techniques, les hard skills, il y a des domaines qui sortent du lot? Ça dépend beaucoup du secteur, évidemment. Mais il y a des compétences techniques un peu transversales qui sont de plus en plus appréciées. Comme quoi, par exemple? Être un peu à l'aise avec les outils d'IA, même sans être un data scientist, ça devient un plus. Comprendre les bases de l'analyse de données, avoir une petite culture de la cybersécurité, maîtriser les outils pour bosser à distance ou en hybride. Tout ça, ça montre qu'on est adapté au monde du travail d'aujourd'hui.
L'article dit bien que, même si c'est pas le cœur du métier qu'on vise, mentionner ça, ça peut vraiment faire pencher la balance. Cette idée d'apprendre tout le temps, ça revient souvent. Comment on montre ça concrètement sur un CV? Une liste de formations, ça suffit? C'est essentiel de montrer qu'on n'est pas statique. Bien sûr, les diplômes initiaux comptent. Mais il faut surtout mettre en avant les formations continues récentes, les certifications qu'on a passées. Les certifications reconnues, ça? Oui, surtout celles qui sont reconnues dans le secteur. Les MOOC pertinents aussi. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire? Mentionner qu'on fait de la veille active. On participe à des conférences, des webinaires, on lit des choses spécialisées, ou même qu'on a des projets perso, qu'on s'auto-forme sur des sujets pointus. Ah oui, ça compte ça, hein. Ah oui, ça peut être très puissant. Ça montre la curiosité, la volonté de ne pas rester sur ses acquis. C'est un super signal pour le recruteur. Ce candidat-là, il regarde vers l'avenir. Un des points que l'article martèle, c'est la personnalisation. Fini le CV unique qu'on envoie partout. Ah ça, oui, c'est complètement dépassé. Ou en tout cas, c'est très très peu efficace. C'est peut-être le conseil le plus important en fait. D'accord. Chaque candidature doit être vue comme une réponse sur mesure à un besoin précis. Ça demande du boulot, c'est sûr, mais c'est ça qui paye. C'est pas juste changer le nom de l'entreprise dans l'email, hein. Mais concrètement, ça veut dire quoi, personnaliser? Il faut tout réécrire à chaque fois? Ce serait énorme. Pas forcément tout, non. Mais au minimum, il faut adapter le titre du CV, le petit résumé de profil en haut, Le pitch? voilà le pitch, et surtout l'ordre et le contenu des expériences et des compétences qu'on met en avant. Comment on choisit quoi mettre en avant? Il faut relire très attentivement l'offre et essayer d'identifier les 3 ou 4 critères les plus importants pour ce poste-là. Et ensuite, on s'assure que notre CV montre très clairement comment on répond à ces critères spécifiques. Ça veut dire reformuler des choses, hein? Souvent, oui. Reformuler des descriptions de mission pour utiliser le vocabulaire de l'entreprise cible, mettre en avant les réalisations qui collent le mieux à ce poste précis. Et pour bien faire ça, Oui. il faut se renseigner un minimum sur l'entreprise, sa culture, son actu, ses défis. Ça aide à affiner la personnalisation et ça montre qu'on s'intéresse vraiment. Et l'article dit aussi que le CV n'est plus tout seul, qu'il fait partie d'un ensemble plus large, c'est ça? Un écosystème digital? Oui, c'est une évolution importante. Le CV, même en PDF, devient de plus en plus une sorte de porte d'entrée vers une présence en ligne plus complète. Comme LinkedIn? Exactement. Mettre un lien cliquable vers son profil LinkedIn, un profil bien rempli et cohérent avec le CV, attention, hein, c'est quasiment devenu la base. Et pour certains métiers, on peut aller plus loin. Oui, pour les créatifs, les développeurs, les consultants, un lien vers un portfolio en ligne, un blog pro, un compte GitHub, Behance, ça peut être très très pertinent. Ça permet au recruteur qui est curieux d'aller voir des exemples concrets de ce qu'on sait faire. Du coup, ça soulève la question de la cohérence entre tout ça. Et de l'irréputation. Faut que tout soit nickel, hein. Ah ça c'est crucial. Tous les profils qu'on mentionne doivent être à jour, pro, et dire la même chose que le CV. Une incohérence, ça sème le doute direct. Et il faut vérifier ce qu'on trouve sur nous en ligne. Google pour voir ce qui sort. Gérer son image numérique, ça fait partie de la recherche d'emploi aujourd'hui. Et on peut l'améliorer. Bien sûr. Être actif de manière pertinente sur LinkedIn, par exemple. Partager des articles intéressants, commenter intelligemment. Ça peut renforcer une image positive. Pour finir, revenons sur les choses à ne surtout pas faire. Les erreurs qui peuvent vraiment plomber une candidature, même si on a un bon profil. Les red flags, comme on dit, en 2025. Les erreurs classiques, elles sont toujours là. Et peut-être même moins pardonnées qu'avant. L'erreur numéro 1, indétrônable. Les fautes d'orthographe et de grammaire. Ah oui, ça pique les yeux. Ça pique les yeux, et avec tous les correcteurs qui existent, c'est vraiment vu comme un manque de soin terrible. Une relecture attentive par soi-même, et si possible par quelqu'un d'autre, c'est indispensable. Et au-delà de la forme, sur le fond. Le mensonge ou la grosse exagération? Gonfler un titre de poste, s'inventer des projets, mentir sur un diplôme? C'est tentant parfois, non? Peut-être. Mais c'est une très mauvaise idée. Les vérifications sont de plus en plus faciles et systématiques. Les prises de référence, LinkedIn, parfois même des vérifications de diplôme. Se faire prendre, ça peut vraiment griller une carrière. Mieux vaut être honnête et savoir bien présenter son parcours réel. Et les erreurs plus techniques, celles liées aux ATS, qui font qu'un bon CV risque de même pas être vu. Il y a quelques points de vigilance, oui. Déjà, la taille du fichier. Parfois, les plateformes limitent à 1 ou 2 mégas. Si on dépasse, rejet automatique. Bon à savoir. Utiliser une police de caractère trop bizarre que le système connaît pas, ça peut le rendre illisible.
Mettre des infos super importantes comme les coordonnées uniquement dans l'en-tête ou le pied de page, c'est risqué, car certains ATS ne lisent pas ces zones. D'accord. Et on l'a dit, pas d'infos clés sous forme d'images, pas de graphiques trop complexes pour lister des compétences. Et un dernier truc tout bête, vérifier que les liens qu'on met, LinkedIn, Portfolio, fonctionnent bien et mènent au bon endroit. Ok. Si on essaie de résumer tout ça, on voit qu'écrire un CV qui marche en 2025, c'est un exercice assez complexe en fait. Il faut maîtriser les codes techniques pour plaire aux algorithmes, le format, la structure, les mots-clés sémantiques. Et en même temps, il faut savoir construire une histoire pro, authentique, percutante, pour séduire l'humain derrière l'écran. C'est presque parler deux langues à la fois. C'est une excellente synthèse. L'approche doit vraiment être hybride, optimisée pour la technique et engageante pour l'humain. Ça demande du travail. Oui, ça demande du temps, de la réflexion, de l'adaptation. Mais franchement, l'investissement en vaut la peine. Dans un marché du travail qui bouge vite et qui est compétitif, un CV qui réussit ce double pari, c'est plus qu'un document. C'est un vrai avantage stratégique. C'est le reflet d'un pro qui a réfléchi à sa candidature et qui est prêt pour les défis d'aujourd'hui. Voilà une exploration très riche, je trouve, de cet art du CV à l'heure de l'IA grâce aux éléments de nos sources. C'est un sujet technique, mais tellement fondamental pour sa carrière aujourd'hui. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, si le CV aujourd'hui doit séduire la machine et l'humain pour un poste donné, comment il pourrait évoluer demain ? Comment il pourrait commencer à montrer non seulement ce qu'on a fait, mais aussi ce qu'on pourrait faire ? Notre potentiel d'apprentissage, notre capacité à s'adapter à des métiers qui n'existent peut-être même pas encore, notre curiosité au fond. C'est peut-être ça le prochain défi du CV. Une piste à creuser, non ? Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.